Alors je me tourne maintenant vers un monsieur qui lui vient de publier un très bon texte, il s'appelle Joseph Merel, ce monsieur, et son livre qui est une somme énorme et très très politiquement incorrect, disons-le dès le départ, parce que c'est complètement à l'opposé de tout ce qui se dit, de tout ce qui se répète aujourd'hui. Vous avez intitulé votre livre Fascisme et monarchie, ce qui est déjà intéressant, mais le sous-titre, à mon avis, est encore plus provocateur, c'est « Essai de conciliation du point de vue catholique ». Oui, c'est cela. Bon. Alors la première question que je vais vous poser, c'est quand même celle de la définition des termes, au moins d'un des termes, c'est le mot fascisme, parce que le mot fascisme aujourd'hui, il est mis absolument à toutes les sauces. Staline était fasciste, ma grand-mère était fasciste, quand elle me mettait au coin parce que j'avais désobéi, moi-même je suis fasciste, tout le monde est fasciste quand il n'est pas d'accord avec son adversaire. Donc qu'est-ce que vous appelez le fascisme ? Mais écoutez, au sens étroit, le fascisme, c'est une doctrine politique proprement italienne, tout le monde le sait. Au sens large, et sans, dans une perspective qui ne consiste pas à le diaboliser, je dirais que le fascisme, c'est une tentative européenne personnalisé par les nations, par le génie des nations qui ont essayé de le promouvoir. C'est une tentative européenne de refonder en quelque sorte l'ordre d'Ancien Régime, c'est-à-dire l'ordre européen avant la grande cassure de 89, l'ordre d'Ancien Régime, mais en évitant de reproduire les travers qui ont précisément précipité sa chute. Il s'agissait donc en quelque sorte de refonder une société proprement organiciste et de refonder une aristocratie. C'est-à-dire une société organiciste, une société hiérarchique ? Tout à fait. Mais quand vous dites une société aristocratique, évidemment c'est une société qui, je pense, ne peut rien avoir de commun avec l'aristocratie de l'Ancien Régime. Oui, en effet. Alors, à cet égard, pour aller vite, je dirais que toutes les sociétés d'Ancien Régime se sont constituées sur l'idée chrétienne, bien sûr, et je dirais que toutes ces sociétés ont essayé, en quelque façon, puisqu'elles étaient catholiques, c'est-à-dire puisqu'elles adoptaient une religion dont le caractère principal est la distinction réelle entre l'ordre naturel et l'ordre surnaturel, elles s'efforçaient de réassumer le meilleur de la philosophie et de la philosophie politique en particulier de l'Antiquité. Et je dirais que les sociétés d'Ancien Régime étaient fondées sur le primat du concept politique de bien commun, mais que ce concept politique, pour être opératoire, c'est-à-dire pour prévenir la chute de l'Ancien Régime telle qu'elle fut opérée par ses détracteurs, supposait que chaque individu fût en quelque sorte vitalement préoccupé par le souci du bien commun, entendu comme le meilleur de son bien propre. Ce qui supposait qu'une telle société fût proprement organique, et j'entends par organicité une société dans laquelle les parties de la société, les ordres, les classes, au sens moderne, enfin il vaut mieux dire les ordres bien sûr, et surtout les césures entre dirigeants et dirigés et les dynasties, n'est-ce pas, sont non pas fondement ou cause efficiente de la totalité sociale, mais procèdent d'une totalité sociale qui, en quelque sorte, leur est ontologiquement antérieure. Mais ça veut dire je ne suis peut-être pas très clair. On voit quand même assez clairement ce que vous voulez dire. La question que ça amène tout de suite, c'est celle des dynasties, puisque vous avez évoqué le mot, ou des successions. Oui. Le problème donc de la société fasciste, c'est que elle n'a pas de règles successorales, ni dans son dirigeant, ni dans ses noyaux dirigeants, ni dans ce que vous évoquiez tout à l'heure comme une nouvelle aristocratie, puisque à l'évidence, la seule justification d'une aristocratie fasciste, c'est qu'elle ne soit pas héréditaire, c'est-à-dire qu'elle ne soit donc pas une aristocratie, mais plutôt une méritocratie, Ah non, pas une méritocratie. Disons, le défaut de la méritocratie, tel qu'on l'entend aujourd'hui, c'est non pas de promouvoir les meilleurs au nom de leur talent, mais c'est de laisser entendre que les meilleurs devraient avoir droit à une position
proportionnés à leur talent selon la justice distributive, comme si la société était l'instrument de la promotion des meilleurs. Alors que je crois au contraire que c'est le bien commun de la société qui exige. Alors comment allez-vous résoudre, comment résout-on dans cette espèce d'éclairage catholique que vous voulez donner à la nature monarchique du fascisme? Je ne sais pas si on peut dire ça. Nature monoarchique du fascisme. Monoarchique en tout à fait, hiérarchisée. Comment résolvez-vous cette apparente, c'est pas une contradiction, mais cette apparente énigme? Comment une société fasciste peut-elle se survivre à elle-même alors que le jeu des générations fait qu'à chaque fois il y a une remise en cause des conditions de l'accession? Oui, alors il est vrai, en effet, je soutiens dans cet ouvrage, j'essaye de soutenir la position de ce qu'on pourrait appeler un fasciste de droite. Je crois qu'il convient de le préciser, puisque beaucoup de gens, par coquetterie parfois, ont revendiqué la paternité du fascisme au nom de principes qui ne sont pas ceux-là même de l'aristotélisme chrétien et qui se sont dit volontiers de gauche. Il s'agit d'un fascisme de droite, il s'agit de ce qu'on appelle couramment l'extrême droite, la droite absolue, la droite radicale. Quand on est de droite, on l'est complètement. On a vu ça dans tous les régimes fascistes. Alors, on a vu ça en Italie, on a vu ça je m'apprêtais à dire précisément le fascisme est une expérience qui a duré fort peu de temps, n'est-ce pas? Historiquement, il est bien difficile de porter un jugement sur une expérience aussi courte, mais je crois que doctrinalement, le fascisme s'accommode volontiers d'une monarchie héréditaire, mais il s'accommode moins facilement d'un système de castes ou d'un système de castes héréditaires. Parce que dans un système de castes, je rappelle un principe de philosophie scolastique élémentaire, n'est-ce pas? La fin est ultime en exécution et elle est première en intention. En d'autres termes, l'ordre chronologique de genèse d'une réalité, et en particulier d'une société, est l'envers de l'ordre ontologique de causalité, en particulier le rapport de la partie avec le tout. Le tout est ultime chronologiquement, mais il est, si l'on peut dire, premier, dans la mesure où il est raison, cause finale, n'est-ce pas, de la vie politique. C'est exactement ce que dit Aristote. C'est un problème chrétien totalement. Enfin, c'est exactement la question. J'en conviens, mais alors à cet égard, je m'apprêtais donc à répondre à votre question, à savoir que je pense qu'un fascisme n'est viable que s'il prend à moyen terme la forme d'une monarchie pour ce qui est du détenteur de l'autorité. De l'autorité, pas seulement d'une légitimité qui serait une espèce de clé de voûte d'un système qui... Écoutez, le problème c'est le suivant. Alors dans cette perspective, qu'est-ce que le fondement de la légitimité? Moi, dans une perspective chrétienne, c'est la naissance. Alors, dans une perspective chrétienne, enfin Saint Thomas d'Aquin n'est pas de cet avis-là, il n'est pas de cet avis-là. Prudentiellement, on considère que c'est la naissance parce que ça écarte les appétits, n'est-ce pas? Mais du point de vue des principes, le problème ne se pose pas. Ça peut être la naissance, je répète, pour des raisons prudentielles, mais en vérité, une monarchie n'est pas... Disons, le constitutif formel de la légitimité, c'est l'aptitude d'ordonner son pouvoir au bien commun, de telle sorte qu'à la limite, le pouvoir appartient à celui qui le prend. Quand un roi, fût-il légitime, quand un roi, fût-il légitime, cesse de ces principes de la licéité du régicide défendus par saint Thomas. Par Saint-Augustin. Et par Saint-Augustin. Alors, Saint-Augustin, c'est un peu autre chose parce que, et j'en parle un petit peu dans l'ouvrage, Saint-Augustin laisse entendre que l'ordre politique est en quelque sorte une conséquence du péché originel. Il laisse entendre que le fait d'être l'homme d'un homme, d'être subordonné à un homme, n'est-ce pas, n'est pas une actualisation des virtualités non pécamineuses de la nature humaine. Il considère au fond que c'est l'ordre qui est induit par le péché, car si l'homme n'avait pas été pécheur, si la nature n'était pas blessée, il n'y aurait pas de pouvoir de l'homme. Ce que je ne crois pas. Dire, c'est le moins pire. Voilà. Alors que pour Aristote, et c'est la perspective dans laquelle je me place, eh bien, le pouvoir politique est bon, l'homme est par nature un animal politique, la hiérarchie est bonne, n'est-ce pas? Et dans cette perspective,
perspective, je reviens sur ce que je disais juste avant, eh bien, les difficultés d'une aristocratie qui deviendrait héréditaire, les difficultés sont les suivantes, à savoir que l'aristocrate ne tient plus sa position d'une reddition de services publics, c'est-à-dire d'une ordination de ses talents ou biens communs, il tient sa position d'une légitimité qui est purement dynastique ou purement familiale, dût-elle ne pas correspondre à des talents réels, et en fin de compte, il s'agit d'un durcissement qu'il faut bien appeler un durcissement de classe. Alors, je voudrais revenir un petit peu en arrière, parce que je vous ai demandé, pour commencer, une définition du fascisme, mais naturellement, j'aurais dû vous interroger immédiatement sur les applications historiques que vous retenez comme illustration de cette définition. Alors, est-ce que l'Italie mussolinienne était un État fasciste? Est-ce que l'Allemagne hitlérienne était un État fasciste? Est-ce que l'Espagne franquiste était un État fasciste? Est-ce que la Hongrie ça y est, j'ai un trou comme d'habitude, c'est pas grave, ça me revient. Horthy était un État fasciste. Est-ce que Juan Perón était un chef d'État fasciste? Voilà, des questions. Qu'est-ce qui correspond, qu'est-ce qui ne correspond pas? Alors, à ce propos-là, je tiendrai des lieux communs, des choses que tout le monde sait. Je crois profondément que l'Italie était évidemment fasciste, et je pense dans une certaine mesure qu'on peut le dire, si tant est qu'on retienne la définition que je propose, on peut le dire aussi de l'Allemagne nationale-socialiste. Avec cette différence toutefois que pour, disons, la doctrine fasciste est d'inspiration à bien des égards, elle est d'inspiration hegelienne quant à sa philosophie de l'État, n'est-ce pas, aristotélo-hégélienne, dirais-je, alors que la doctrine d'Hitler, si tant est qu'on puisse parler d'une doctrine, semble, je dis bien, subordonner l'État à la nation. Je dirais que pour un authentique fasciste, la nation est une réalité éminemment nécessaire, c'est une catégorie politique fondamentale, à la différence de la monarchie légitimiste d'ailleurs, mais c'est une catégorie qui est à l'État comme la matière est à la forme, ou la puissance à l'acte. Et de ce point de vue-là, l'État n'est pas l'instrument de la glorification de la nation. Il y avait cette tendance dans le national-socialisme, mais très vite, et vous le savez aussi bien que moi, on peut dire que Perón avait des tendances fascisantes, on peut le dire, bien entendu, de Mussolini et d'Hitler, on ne le dira pas de Franco. Mais dans l'hitlérisme, il y a une négation même de ce que vous dites, c'est-à-dire que l'hitlérisme est un nationalisme au début, et puis très très vite, ça devient un internationalisme. Ah, mais je m'en réjouis, et je ne pense pas du tout le nationalisme comme antinomique de l'idée européenne. Bien au contraire. Je dirais qu'il y a, si vous le permettez, trois formes de nationalisme. Il y a d'une part, parce que c'est un mot éminemment équivoque, il y a d'abord le nationalitarisme, qu'on peut définir comme le droit des peuples à se gouverner eux-mêmes, qui est un sous-produit démocratique, un sous-produit de la décadence, un sous-produit de l'insurrection antinaturelle de 89. Il y a d'autre part un nationalisme qu'on définit volontiers comme le droit des peuples à rester eux-mêmes, qui est beaucoup plus honorable, mais qui peut-être en vertu de travers nominalistes et à bien des égards subjectivistes ou relativistes ou historicistes, tend à considérer que l'universalité dans l'ordre culturel est impossible. En d'autres termes, nous avons le devoir d'être fidèles à nos pères, de faire fructifier ce que nous avons reçu, de creuser notre identité. Quant à savoir si ça a une valeur dans l'universel, s'il y a une vérité absolue, une vocation absolue de l'homme, etc., nous l'abandonnons. Il y a une troisième forme de nationalisme, et c'est celle que je retiens, et qui est précisément, me semble-t-il, soutenue par le fascisme italien, qui se définit comme un universalisme, et qui reconnaît volontiers que si le fascisme est né en Italie, l'idée fasciste n'a rien d'italien, parce qu'elle est universelle. De ce point de vue-là, les nations sont pensées comme autant de manières d'être hommes, n'est-ce pas? Et elles sont pensées non pas du tout comme, disons, elles tiennent leurs valeurs. Elles considèrent elles-mêmes que leur propre valeur tient non tant à un patrimoine biologique déterminé ou à des choses de cette nature, mais au fait qu'elles sont porteuses de valeurs qui de soi sont universelles et qui sont expressives de ce qu'exige la nature humaine. Voilà, donc la nation en tant que réalité particulière se veut porteuse de valeurs universelles. Elle se veut une individuation de l'universel et restituée culturellement à l'universel, elle ne se veut pas une particularité qui serait exclusive de l'universel. Alors, en ce sens,